go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 74e épisode du Facebook Podcast, épisode dédié à la draft. Je vois mon Gonzague avec un grand sourire, c'est l'émission de l'année pour lui. Il est chaud, il vous a préparé des fiches de 153 joueurs, donc il va tous vous les présenter un par un. Non, évidemment que non, mais on va faire un petit draft, on va parler des joueurs qu'on pourrait récupérer à San Francisco pour m'accompagner, Kevin et Gonzague. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Qu'est-ce qu'il est enjoué. Pas de Olivier sur cette émission, absent en partie parce qu'il s'en bat les couilles de la draft, il l'a déjà expliqué dans assez d'épisodes, donc son absence n'est pas non plus la plus préjudiciable puisqu'il aurait juste cherché des joueurs avec des noms rigolos. On va du coup parler de la draft, on a 10 choix dans cette draft, notamment enfin, au premier tour, on va drafter au premier tour, c'est beau. On avait oublié ce que c'était d'avoir un choix le premier jour. C'est le choix 31. On va parler de joueurs qu'on peut prendre en 31, mais je crois que Gonzague avait aussi une option en cas de trade-up. Gonzague, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, comme tu l'as dit très justement, Elliot, nous avons beaucoup de choix. Nous sommes une équipe avec peu de besoins. La véritable stratégie qui va se poser, c'est est-ce qu'on investit sur un joueur à impact immédiat ou si on investit sur l'avenir, notamment avec des contrats à renégocier pour la suite. Donc, tout ça va évidemment être arbitré. Mais il est vrai qu'on est dans une position où on a tous les éléments pour trader up. Déjà parce que historiquement, John Lynch aime bien trader up, contrairement à moi qui, à titre personnel, est plutôt favorable au trade down. Mais cette année, ça ne s'y prête pas. Donc, voilà pourquoi j'imagine qu'on va trader up notamment notre premier choix. Parce que on a l'artillerie pour ça et je pense que si John Lynch et Kay Shanahan ont vraiment un joueur en tête, ils n'hésiteront pas à peut-être même à reacher d'ailleurs pour s'assurer de l'avoir, alors que potentiellement ce joueur pourrait descendre jusqu'à nous. Voilà, donc je pense qu'on va trader up sur un de nos choix et je suis prêt à parier notamment avec notre premier choix. D'ailleurs, certaines rumeurs annoncent que on se serait rapproché de toutes les franchises qui ont les choix entre 15 et 20. C'est une rumeur qui tourne pas mal, qui est évidemment peut-être une smokescreen, mais sachez-le, on se serait rapproché de toutes les franchises qui ont les choix, entre les choix 15 et 20. Et du coup, Gonzague, avec ce choix où tu montes, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, je monte en 21. J'échange mon choix avec les Dolphins. Alors pourquoi les Dolphins ? Parce que les Dolphins ont beaucoup de besoins, beaucoup de départs et ils ont très peu de choix de draft. Je pense qu'ils seront des candidats au trade down pour récupérer des picks. Donc pour monter en 21 en me basant sur la trade value chart, j'offre les choix 94, 124 et 132 et les Dolphins me renvoient le choix 198. Et je pars sur Graham Barton, offensive tackle de Duke. Pourquoi tackle ? Parce qu'il a joué cette dernière année en tant que tackle gauche, mais c'est un joueur qui a évolué à tous les postes à Duke, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur d'autres émissions. Beaucoup de joueurs, beaucoup de scouts le voient en futur garde. C'est mon cas également. Par contre, là où je suis en désaccord avec certaines personnes, c'est quand on me dit qu'il est incapable de jouer tackle droit. Je pense qu'il peut être une très bonne solution pour nous à ces deux postes. Je le vois complètement jouer tackle également, tackle droit, mais pas tackle gauche, ça c'est certain. Et il aurait, je pense, un impact immédiat en apportant de la concurrence au poste de garde droit et au poste de tackle droit vis-à-vis de Colton McKivitz. Donc c'est un joueur qui me plaît énormément. C'est un joueur qui est parfait pour les schémas en zone et qui, pour moi, va avoir un impact immédiat au sein de notre franchise. Petite question, Gonzague, Graham Barton en 31, possible ou pas ? Alors, à une époque, je t'aurais dit oui, mais dans la plupart des mocks qu'on voit aujourd'hui sur Internet et chez les insiders, on voit que, grosso merdo, il a de plus en plus de mal à passer les Cardinals en 27, dans le pire des scénarios.
Donc, les Bucks ou les Cardinals seront les derniers à aller le chercher. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le schéma que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que je pense que si les 49ers veulent un joueur en particulier, ils seront prêts à monter pour s'assurer de l'avoir. Donc, 31, je n'y crois plus trop. À une époque, je t'aurais dit oui, je n'y crois plus vraiment aujourd'hui. Kevin, une réaction sur ce choix? Parce que moi, personnellement, Barton, j'adore aussi, clairement. Ouais, bah moi, ça a été mon choix prioritaire depuis, allez, ça fait environ un mois que je commence à regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'était mon choix prioritaire aussi pendant très très longtemps en 31. Et je confirme ce que dit Gonzague, on le voit de plus en plus être plus haut. Et oui, je pense que aujourd'hui, si on veut le toucher, il va peut-être falloir trader up. Et si on arrive à avoir ce joueur, c'est une très très belle réponse à nos problèmes sur la ligne offensive. Kevin, toi, tu ferais quoi avec le premier tour? Et ben, j'ai un peu changé d'avis ces derniers jours. Et il y a c'est un peu l'inverse de Barton. C'est un joueur qui était vu plus haut et je pense qu'il pourrait descendre. C'est notre ami Cooper DeJean. C'est comme ça qu'on le dit, je pense, ou DeJean, j'imagine. DeJean. C'est un cornerback safety très 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 polyvalent à l'extérieur, dans le slot, en safety, il a été bon partout. Un joueur qui a un côté décisif aussi. On a eu des problèmes d'interception, alors pas l'année dernière, mais les années précédentes, on avait des problèmes de playmaker sur la secondary. Ça pourrait être un joueur qui répond à ce besoin-là aussi. Voilà, très athlétique, une énorme marge de progression. Si on arrive à profiter d'une descente de ce joueur-là jusqu'en 31, je pense que c'est un no-brainer et qui répondrait parfaitement à tous nos besoins. Et peu importe au final ce qu'on fait de Lenoir, si on décide de le mettre sur l'extérieur ou dans le slot, DeJean pourra prendre la suite sans problème. Alors, clairement, si Cooper DeJean descend en 31 et que nous, on n'est pas monté, si on le prend pas, je vais être très en colère. Je vais être très en colère s'il est dispo et qu'on le prend pas. Moi, je pense qu'on en a déjà parlé plus tôt, notamment avec Gonzague. Moi, je suis un ultra fan de Cooper DeJean. Il peut apporter évidemment sur le backfield défensif, contre la passe, contre la course. Et il est capable aussi de retourner les ballons. Et non, j'adore. Franchement, je suis totalement fan du joueur. Gonzague? Moi, c'est très simple. Comme on se l'est dit, c'est mon joueur préféré de cette draft. Pourquoi je ne l'ai pas pris, moi, contrairement à Kevin? C'est que je pense en effet que ce joueur, dans beaucoup de mocks, fait le yo-yo. Moi, je suis convaincu qu'il ne passe pas, dans le pire des scénarios, les Bengals 118. C'est pour ça que, personnellement, je ne suis pas allé le chercher. Mais Cooper DeJean, pour moi, dans mon big board, tout poste confondu, il est top 5. Et surtout, ce qui serait formidable chez lui, tu l'as déjà mentionné, Elliot, mais je pense qu'il faut bien l'expliquer aux gens, c'est que ce joueur-là, à lui tout seul, règle 3 problèmes. 3 problèmes chez nous, à lui seul. Et pourtant, je sais qu'on n'en a pas beaucoup des problèmes. Il est formidable en cornerback extérieur, donc en cornerback numéro 2 à l'opposé de Charvarius Ward pour remplacer le nullissime one, mention spéciale à Olivier, c'est tout bon. Il est capable de dépanner au poste de safety si Hufanga a du mal à revenir. Il a notamment plutôt évolué en strong, mais je sais qu'il peut aussi évoluer en free. Il pourrait éventuellement jouer nickel, mais je pense que le noir est solidement installé à ce poste-là. Et surtout, tu l'as très bien mentionné, Elliot, c'est un formidable retourneur. Un formidable retourneur. Et en plus de ça, il a quasiment joué qu'en zone à Iowa. Donc, il est complètement en phase avec notre schéma défensif. Il est parfait. Il coche toutes les cases pour jouer chez nous. La seule raison pour laquelle je ne le prends pas, je l'ai dit, c'est parce que je pense qu'il ne descendra pas aussi bas. Contrairement à ce que je vois dans certaines mocks, tu as raison Kevin, mais moi je n'y crois pas. Pour moi, il est le meilleur cornerback de cette QV, même si Quinion Mitchell est un cornerback pur qui pourrait lui concurrencer ce poste, cette position, je veux dire, mais pour moi il passe pas le top 18, il passe pas les best. Juste pour répondre sur la descente, en regardant d'un peu plus près entre 18 et 32, il n'y a pas tant que ça d'équipes qui ont un besoin impératif de cornerback, et celles qui l'ont ont peut-être des besoins plus urgents encore à régler. Donc je me dis que dans ces cas-là, il peut descendre. C'est pas un problème de talent ou c'est vraiment pas un problème sportif en soi, mais je pense qu'il y a des besoins plus urgents à régler pour ces équipes-là. Et dans ce sens-là, il pourrait descendre jusqu'à nous. Mais on est d'accord sur un truc, c'est que ça serait un style en 31 au niveau du talent du joueur. Alors là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a 2 franchises qui sont fans des joueurs de Iowa historiquement, dont une en particulier ces dernières années. Ce sont les Packers et les Lions devant nous. Je ne vois aucun scénario où Cooper DeJean, par rapport aux besoins des Lions,
passe Détroit. Ça, je suis d'accord. Là, je le vois. Enfin, si les Lions sont encore là et que lui, il est encore là en 29, j'ai beaucoup de mal à le voir passer cette position. Moi, sur mon premier tour, juste que j'explique, je l'ai déjà dit en pré-émission à Kevin et Gonzague. Moi, j'ai une petite liste de joueurs, donc je vais mentionner d'autres joueurs, histoire qu'on n'ait pas tous les mêmes choix, même si j'adore vos deux choix et je les aime presque plus que le choix que je vais faire. Moi, je vais partir sur un tackle qui peut jouer un petit peu garde. Également, je vais partir sur Jordan Morgan d'Arizona. J'aime beaucoup ce joueur un peu sous-coté à sa sortie de lycée. Il s'est vraiment bien développé. Arizona, qui n'est pas une grosse université contrairement au basket. Voilà, c'est un joueur qui est puissant, qui est athlétique, qui a une bonne vitesse latérale, qui est polyvalent également. Hein. Je pense qu'on peut. Son poste naturel est le poste de tackle, mais je pense que pour commencer sa carrière, il sera très bien en garde. Voilà, j'aime beaucoup Jordan Morgan et je pense que ça peut faire de belles choses dans notre système, dans une ligne offensive qui a plutôt quand même quelques besoins. Jordan Morgan, c'est très simple. Pour moi, c'est un peu un Graham Barton, un poil en dessous. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que c'est un joueur très versatile, capable aussi bien de jouer garde que tackle. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à définir quel sera son poste préférentiel pour lui. Mais pour moi, en fait, c'est Barton avec quelques qualités en moins. Par contre, il a un très très bon jeu de jambes, ce qui fait que pour un des schémas zone, il serait très intéressant. C'était aussi mon troisième joueur. Hein. Pour moi, si on a un des trois noms qu'on vient de citer, on aura réalisé un très bon premier tour. Je suis d'accord. On va passer au second tour. Fin de second tour, choix 63. Kevin, qu'est-ce que tu nous fais avec le choix 63 ? Dans ce cas-ci, j'ai été vers le fait de combler le départ de certains defensive tackles. Et dans ce cas-ci, j'ai été chercher Michael Hall, qui est un joueur avec un gros moteur, beaucoup d'énergie. Il est très performant, même dans les stats, très explosif. Donc je pense qu'il pourrait apporter vraiment pas mal sur le pass rush. Et ça serait intéressant parce que c'est un joueur qui n'aurait pas besoin de performer forcément tout de suite. On a déjà une paire de defensive tackles titulaires. Il aurait le temps d'apprendre un petit peu et d'être là pour apporter un peu d'impact sur certains jeux. Petit bémol sur les blessures, attention, c'est un joueur qui a été un petit peu touché à ce niveau-là. Mais je pense que ça serait un très bon choix pour densifier ce corps de defensive tackle. Gonzague, un avis ? Alors, c'est un très bon joueur. Michael Hall, j'aime bien. Ce serait un bon choix en 63. Surtout qu'il n'est vraiment pas exclu qu'on puisse, malgré les recrutements free agency de defensive tackle, qu'on puisse à nouveau aller sur ce poste-là. En troisième choix, par exemple, sur le pick numéro 1, j'avais Darius Robinson, par exemple. Mais ce n'est pas mon choix préféré. À choix 63, j'irais plutôt, par exemple, sur Mason Smith de LSU. Mais ça reste un bon choix et il fitterait plutôt bien que notre système sur des schémas 3 techniques notamment. Donc, c'est pas inintéressant. J'aime bien. J'aime bien aussi, forcément Ohio State, donc ça me parle. Et non, c'est un super joueur. Je pense qu'il s'intégrerait très bien à notre rotation. Tu l'as super bien dit, surtout Kevin. Même en introduction, on n'est pas une équipe avec beaucoup de besoins immédiats de performance. Donc, ajouter un mec à une rotation avec les Malik Collins, avec les Javon Hargrave, avec évidemment Kevin Givens, bah, c'est pas inintéressant et je trouve que c'est un très bon choix. Gonzague, ton deuxième tour, si tu ne l'as pas échangé. Non, je ne l'ai pas échangé, je reste en place et je vais sur un joueur qui monte légèrement, qui était longtemps attendu au troisième tour et que je vais aller chercher en fin de deuxième tour. C'est très simple, à l'heure où on se parle, c'est le joueur que les 49ers sont le plus rencontrés, je crois. Il a été au moins rencontré 3 fois. Je me demande même s'il n'a pas été rencontré une 4e fois. Il s'agit de Drew Phillips, cornerback de Kentucky. Alors, pourquoi Drew Phillips ? Déjà parce qu'on est sur une classe de cornerback dont la très grande majorité, quand même, très grande, non, j'exagère, grande majorité tout court, joue plutôt en presse. Or, lui, c'est un pur cornerback de zone qui fit parfaitement bien avec notre système. C'est un très bon profil, très sécure, commet très peu de fautes. Il a un back pédale que j'aime beaucoup en plus. Donc, pour moi, c'est un bon choix.
Et pour aller dans un style un peu Daniel Jeremiah, je vais vraiment là sur un joueur sur lequel la probabilité qu'on aille le chercher, de par le nombre de visites qu'il a fait chez nous, est assez forte. Donc voilà, c'est pour ça que je pars sur ce joueur-là. J'ai rien contre ce joueur en particulier, c'est un joueur que je trouve vraiment talentueux. Moi, mon souci, c'est sa position, position dans la draft, dans le sens où je le trouve peut-être trop haut en 63, mais trop bas pour aller chercher en 94. Donc je suis un peu emmerdé de prendre Drew Phillips, c'est que je le vois vraiment genre milieu de troisième, début de troisième, et peut-être un reach à aller le chercher en 63, à mon avis en tout cas. Kevin, un avis sur Drew Phillips? Bah, totalement d'accord avec toi. C'était un peu mon hésitation avec lui, c'est que je me dis 63, il y a peut-être des meilleurs choix, des joueurs encore plus talentueux à aller chercher. Mais si on le prend pas en 63, on va le perdre si on ne monte pas d'échange. Donc je suis un peu entre deux, mais ça serait quand même un choix intéressant. Bah, si le front office est amoureux du joueur au point de le rencontrer 3 ou 4 fois, je pense que c'est le genre de choses qui pourrait largement faire de le prendre en fin de deuxième tour. Clairement. Moi, je suis parti sur le même poste que Gonzague. Je suis parti sur un cornerback, mais c'est sur un autre nom que je suis parti. Sur quelqu'un d'une université qu'on connaît bien à San Francisco, puisque c'est l'université de notre quarterback Iowa State. Je suis parti sur TJ Tampa, le cornerback. Moi, j'adore. J'adore TJ Tampa. Franchement. Alors, il est pourravant Noah Home, mais on va tellement pas lui demander ça. Il est super en zone. Moi, je le trouve super en zone. J'aime beaucoup TJ Tampa. Il est physique, il est instinctif, il a des bons instincts sur le ballon. Donc, moi, je partirais sur ce joueur. Gonzague, t'avais pas l'air forcément d'accord. Ah si, je suis d'accord. Ah si, mais qu'est-ce qu'il fait en 60 Mais qu'est-ce qu'il fait en 63? Je sais pas, des folies, des équipes qui perdent. Je te l'annonce, Elliot. Je t'aime de tout mon cœur. Mais si il est dispo au-delà de la position, allez, on va dire 42, mais on le monte ce putain de trade-up. Évidemment que DJ Tampa, il est fait pour jouer chez nous. Mais évidemment, mais 1000 fois. Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait en 63? Ah mais s'il est là en 63. Je saute dans la Garonne à poil, je sais pas, mais il faut faire un truc là. Non mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ah non, DJ Tampa, formidable cornerback, mais parfaitement, tu l'as dit, Elliot, parfaitement adapté à notre système en zone, mais c'est du pain béni. Pour moi, c'est un joueur qui partira avant, vous l'avez tous compris, mais s'il est là en 63, faut vraiment pas se tenter du cul pour chier droit, comme on dit chez moi. Il faut y aller, on le prend direct, on n'a même pas besoin d'attendre la fin de l'horloge pour y aller. Kevin, un avis? Non, c'est pas vraiment un joueur que j'avais regardé, donc écoute, vu ce que vous en dites, je suis plutôt d'accord et je suis plutôt intéressé d'étudier son profil un peu plus, mais non, c'est pas un joueur que j'avais de mon côté. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, là je suis sur sa fiche, c'est vrai que ces dernières mocs l'annoncent un petit peu, donc my bad. Mais bon, après, moi je le prends s'il est là. Mais c'est vrai que les dernières mocs l'annonçaient peut-être un peu plus haut. Il y a plusieurs mocks même qu'il envoie carrément fin de premier tour. J'en ai vu une récemment qu'il envoyait aux Chiefs, notamment avec leur choix 32. Donc c'est pour ça que s'il est en 63, faut pas hésiter. Par contre, c'est vrai, et là je rejoins complètement l'équipe de TDA, si les Buccaneers ne regardent pas DJ Tampa, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ils ont un besoin en poste de corner. Au moins qu'ils jettent un coup d'œil. Voilà, ils ont un besoin en poste de corner. Tu ne t'appelles pas DJ Tampa sans finir aux Buccaneers, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai, ce serait une belle histoire. Troisième tour, Gonzague. J'avais un autre choix potentiel. Un petit bonus. Un petit choix bonus au deuxième tour qui plaira pas à Gonzague cette fois, je pense, mais qui va faire plaisir à énormément de supporters. Olivier en premier, qui s'appelle Brenden Rice, qui, moi, est un receveur que j'ai quand même apprécié. Je vois en lui un peu de Jawan Jennings, un gars grand avec des bonnes mains. Voilà, j'ai tendance à penser que c'est quelqu'un qui peut se développer en receveur numéro 2 à l'avenir dans des franchises. Et ouais, c'est un joueur que j'aimerais voir s'ajouter à notre corps de receveurs si on en a l'occasion. Tu m'as fait une réflexion sur Drew Phillips en 63 et tu me sors Brenden Rice en 63. Parce que Brenden Rice, la plupart des insiders le voient plutôt au 4e tour. Moi, personnellement, je le vois plus loin, tout fils de Jerry Rice qu'il est. Je ne suis pas si amoureux que ça de lui, même loin de là.
Au deuxième tour, là, franchement, c'est pas une question de on l'aime ou on l'aime pas. Deuxième tour, là, c'est un reach. Franchement, Je c'est le vois un pas, reach. moi, je le vois pas passer le deuxième tour. Moi, je le vois pas rentrer dans le deuxième tour non plus. Je suis un peu de l'avis de Gonzague là-dessus. Ok. On verra bien, on verra bien. Mais moi, de toute façon, ouais, je suis comme Gonzague, je suis vraiment pas fan du joueur, hein. Fils de Jerry Rice ou pas fils de Jerry Rice, moi, je suis moins dans les émotions que Olivier ou Kevin sur ces choses-là. On a pas mal de membres de famille qui sont dans cette draft. On en aura peut-être un de cité, c'est possible. Mais s'il y en a un, j'espère que c'est pas Brandon Rice, tout ça, tout bonnement. Troisième tour, Gonzague, tu fais quoi au troisième tour? Alors, dans le scénario qui était le mien, je vous rappelle que je n'ai plus de troisième tour, C'est puisque vrai. je l'ai On va envoyé partir. mais dans un scénario où je ne l'aurais pas échangé, je suis parti sur un slot receveur alors c'était avant qu'on signe, j'ai oublié son nom là, il y a quelques heures seulement Trent Taylor, mais je suis parti sur un slot receveur qui comble également un autre besoin qui est le poste de kick returner, puisque je vais sur celui que je considère comme le meilleur kick returner de cette QV et qui est formidable dans le slot. Je pars sur Malik Washington, kick returner et wide receiver de Northwestern, qui a fait une partie de son cursus à Virginia, de mémoire. J'ai un doute entre Virginia et Virginia Tech, mais il me semble que c'est Virginia. Alors, Malik Washington est chez Virginia maintenant. Ah, pardon, et il était à Northwestern avant, alors. Je crois que c'est ça. Bah, je suis quasiment sûr qu'il est à Virginia aujourd'hui. Enfin, qu'il était. Ouais. D'accord, mais pour le coup, c'est pour moi le meilleur kick retourneur de cette QV. Et on va avoir un besoin à ce poste. Et en plus de ça, il est bon dans le slot. Donc pour moi, c'est un joueur qui se prête complètement à cette position. Mais c'est bizarre, ouais, dans mon esprit, il était à Northwestern cette année et Virginia avant. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. C'est possible, Elliot. J'aime bien Malik Washington. Oui, t'as raison, super retourneur. Je pense pas personnellement que ça soit le meilleur retourneur de la classe de draft. Mais bon, après, on va comparer du caviar et du foie gras. C'est quand même un très bon slot et un très bon receveur. Donc bon joueur. Kevin, un avis peut-être sur Malik Washington ou pas? Choix intéressant. C'est pas nécessairement un joueur sur lequel j'avais arrêté mon choix, mais oui, un joueur intéressant. Et toi, avec ton troisième tour, qu'est-ce que tu fais? Alors, si vous avez bien suivi, j'ai pas encore été renforcer la ligne offensive. Donc, c'est pour ce troisième tour avec un monsieur qui s'appelle Tanner Bortolini. Oui, j'aime beaucoup. Qui est donc un joueur d'inter de ligne, plus centre, très expérimenté, plus de 1900 snaps à l'université. Donc, à voir sur un poste de garde ou de centre pour renforcer cette ligne. On va en avoir besoin. Donc, si on n'a pas renforcé au premier et au deuxième tour par des joueurs dont on a déjà parlé, je pense que c'est une belle option. Gonzague? Très bon choix. Alors, on parle d'un des joueurs les plus clivants de cette draft parce que c'est un joueur qu'on voit aussi bien dans les mocks au troisième tour, comme tu le dis très bien, Kevin, et on le voit parfois au sixième, septième tour. Moi, je suis plutôt team Kevin par rapport à ce joueur. Tu l'as dit très bien, c'est un joueur qui a un nombre de snaps, assez incroyable. C'est un historique vraiment de Wisconsin. Il a, pour moi, son poste préférentiel sera le poste de centre, mais il peut jouer partout, selon moi, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, à l'intérieur de la ligne. Il aura les fameux bras trop courts pour jouer à l'extérieur, mais à l'intérieur de la ligne, et notamment au poste de centre, il serait superbe pour venir concurrencer un Jack Brendel. Je trouve pas ça du tout inintéressant. À partir d'une fin de troisième tour, ça commence à devenir une option pour nous. Donc, choix intelligent de Kevin, bravo. Oui, moi j'ai déjà dit j'aime beaucoup, pas grand chose à rajouter. Moi pour mon choix de troisième tour, j'étais sur le même poste, également à l'intérieur de la ligne. J'ai déjà pris un tackle, mais j'ai envie de renforcer vraiment la ligne, hein. On y va comme des porcs. Et je suis parti sur un joueur qui est beaucoup descendu depuis l'année dernière, qui pourrait descendre plus bas, mais j'ai quand même du mal à le voir descendre en dessous du fin de troisième tour. Il vient d'une université qui va parler à Gonzague, je pense à Christian Mahogany de Boston College. Franchement, c'est Boston College, hein, donc ligne offensive, c'est le schéma. Le schéma, il est nickel, main violente, explosif, joueur très intelligent. Petit problème de holding, mais c'est le genre de choses qui peut se régler en NFL avec le bon coaching staff pour travailler. Franchement, je trouve que ce serait une addition absolument parfaite. Il a quasiment rien à travailler au niveau du schéma, il le connaît par cœur parce qu'il a fait que ça à l'université. Gonzague? Ah non, mais j'adore le joueur. Bon, vous connaissez mon amour pour Boston College, donc je le connais par cœur. C'est un joueur qui, pour moi,
s'il n'avait pas un déficit de technique, il serait beaucoup plus haut. Il pourrait même potentiellement être une fin de premier tour. J'ai vu les mocks de septembre et de fin d'année dernière, fin de saison dernière, juste après la draft 2023. T'as plein de mocks qui le mettent fin premier tour. Ah bah oui, mais parce que pour moi, il a le talent pour. Il lui manque un peu de technique. Et là, ce que j'aime beaucoup dans ton choix, c'est qu'il peut rester un petit peu au placard et apprendre en attendant. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup au travers de cette sélection que tu viens de faire. Pour moi, je pense qu'il sera parti d'ici là. Dans ma dernière mock draft que j'ai fait, comprenant toutes les équipes, je le vois partir aux Patriots en début de 3e. Mais s'il tombe jusqu'à nous au 3e choix ici, c'est un excellent choix. Bravo, Elliott. J'aime beaucoup ce choix. Vraiment, j'aime beaucoup. Kevin ? Ouais, identique. Rien à rajouter. On va partir au 4e tour. Là, on a 3 choix. Alors, ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur va présenter ses 3 joueurs. Chaque personne ici va présenter ses 3 joueurs et puis après on réagira dans un ensemble. J'ai envie de commencer par Gonzague. Quels sont les 3 joueurs que tu prendrais au 4e tour ? Et c'est des choix qui sont vraiment collés, 124, 132, 135. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on peut vraiment les interchanger. Alors, ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est que dans aucun scénario, vu que j'ai toujours fait des trades, je ne me retrouve jamais avec les 3 choix du 4e tour. Donc, il faut que j'improvise un petit peu. Mais c'est pas grave. J'ai à peu près en tête les joueurs que je veux. Avec le premier des 4e tours, je vais partir sur un joueur où je vais me faire ennemi avec le célèbre Insiders Mel Kiper. Parce que c'est un joueur qui l'associe chez nous, mais en fin de premier tour. Je ne sais pas ce qu'il a fumé. Mais pour moi, c'est un joueur qui se situe parfaitement à ce stade de la draft. Je pars sur un tackle pur et dur, un tackle droit. Je pars sur Roger Rosengartner, tackle droit de Washington. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il le voit si haut. Pour moi, c'est sa position. C'est un joueur très solide, sérieux. Il manque un peu de puissance, mais qui est parfaitement adapté pour nous, pour notre schéma. Donc c'est un joueur qui pour moi peut être un véritable concurrent à Colton McKivitz ici, dans le cas d'une concurrence saine. Ça me plaît beaucoup. Mon autre choix va se porter sur le 2e joueur qu'on a le plus rencontré, puisqu'on l'a rencontré 3 fois. On a un souci, Deomodore Lenoir sera free agent l'année prochaine. Je tiens absolument évidemment à le garder, mais on est sûr de rien. Womack n'a pas donné satisfaction en tant que remplaçant au poste de nickel et nous avons perdu Isaiah Oliver pendant la free agency. C'est pour ça que je suis parti dans l'autre université de Washington, de WSU, Washington State University, pour Chao Smith-Wade, nickel cornerback, qui a déjà un petit peu joué aussi sur l'extérieur et que j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup rencontré et qui fit parfaitement avec notre schéma de zone. Et notre dernier choix est un choix étrange, mais que j'aime beaucoup aussi également. Joueur également qu'on a rencontré durant le process draft, c'est Sian Evaki, free safety de Utah, qui a joué. Alors, ce qui est très drôle chez ce joueur, c'est qu'il était running back au lycée. Il s'est reconverti en safety et c'est un pur free. Il manque de puissance. Donc, c'est pas quelqu'un qui va taper fort dans la boîte, mais il est excellent à la couverture. Il forme avec son compère, dont j'ai oublié le nom, mais qui est très bon également de Utah, un formidable duo de safety. Et c'est un joueur qui, pour moi, a cette position aux alentours de 132, se prête complètement chez nous pour apporter à la rotation un poste de safety où aujourd'hui, nous avons théoriquement que 2 joueurs. Kevin, une réaction sur ces choix-là ? Encore une fois, des choix intéressants, mais c'est très loin de là où je suis allé moi. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas vraiment ? Moi, c'est 3 joueurs que j'avais dans ma longue liste de joueurs possibles, mais aucun que j'avais au 4e. Rosengarten, moi, je le vois parti quand on sera au 4e. Je pense que ça sera plus fin de 3e, début 4e, et nous, on est fin 4e, donc... Mais après, si on choisit au moment-là, comme tu l'as dit pour moi tout à l'heure pour TJ Tampa, franchement, ce sera un super choix. Et par contre, Smith-Wade et Sione Vaki, moi, c'est des joueurs que je vois beaucoup plus bas. Notamment Sione Vaki, que je vois des dernières mocks que j'ai vues. Il partait quasiment au 6e parce qu'il a des qualités physiques totalement folles. Ça, tu l'as très bien dit.
mais il manque vraiment d'un rôle défini. Il peut jouer partout, mais un peu nulle part. Il est plutôt correct partout, mais il est vraiment très bon quasi à aucun poste. Par contre, ouais, il a des qualités physiques totalement folles. Ça, je suis d'accord avec toi. Kevin, tes 3 choix? Bon, vous allez voir, il y a quelques reach, mais je pense qu'on arrive à un moment de la draft où John Lynch peut avoir tendance à complètement oublier la valeur du joueur et plus aller chercher les gars qu'il veut avoir dans son équipe. Avec le premier, on va aller avec un poste qu'on a l'habitude d'aller chercher, peu importe si on en a besoin ou pas. En l'occurrence, un running back avec Audric Estimé, qui peut aller jouer un peu dans la zone de Jordan Mason, un gars puissant. Mais je pense que c'est un joueur vraiment intéressant pour venir renforcer encore ce corps de running back. Petite inquiétude sur le fait qu'il n'est pas spécialement performant pour capter des passes. Mais à l'inverse, il est très performant dans la pass protection. Donc on sait que Kyle Shanahan aime les bloqueurs pour aider, donc pourquoi pas. En deuxième, j'ai été à nouveau avec un petit choix du cœur, avec le frère de Monsieur McCaffrey, Luke McCaffrey. Évidemment, c'est dans le cas où on n'aurait pas pris Brendan Rice. Je ne pense pas qu'on ira chercher 2 receveurs. Voilà, joueur intéressant, à potentiel. C'est peut-être pas forcément un joueur qui est prêt à performer tout de suite, mais si on garde Brandon Ayuk, Deebo Samuel, Jalen Jennings et consorts, je pense pas qu'on a besoin spécialement d'un receveur qui performe immédiatement. Et puis en troisième, ça me fait mal, mais j'ai été avec un tight end qui s'appelle Eric Hall. Même chose, je trouve le joueur très intéressant. On a besoin de commencer à penser à la suite de George Kittle. C'est un joueur, je pense, qu'on peut commencer à développer derrière si jamais les tight ends qu'on a pris aussi l'année dernière ne se développent pas comme on le voudrait. Donc voilà. Gonzague, une réaction sur les multiples choix. Donc je rappelle Audric Estimé, Luke McCaffrey et Eric Hall. Alors Audric Estimé, il est très souvent associé aux Niners dans beaucoup de mocks. C'est pas mal. C'est un running back, je trouve, à sa position. Donc j'aime bien l'idée. En effet, par contre, ouais, c'est pas quelqu'un qui sera bon à la réception. Il viendra plus en complément d'un Christian McCaffrey en soi. Luke McCaffrey, au-delà du nom du joueur, j'aime beaucoup. Là où je ne sais pas trop, c'est qu'il vient d'une petite université, Rice. Ça va être un grand saut pour lui. Mais après, bien épaulé par son grand frère, je pense que ça peut être un joueur intéressant de complément. Je ne le vois pas devenir comme un receveur numéro 2 plus tard, mais il peut devenir un très bon receveur numéro 3, notamment sur les 3e et 10. Il peut en fait récupérer, Luke McCaffrey, je vois très bien un scénario où il récupère par exemple le poste de Jennings, si celui-ci est amené à partir ou si celui-ci est amené à monter en poste de receveur numéro 2. Je pense qu'il s'adapterait bien dans ces schémas-là. Donc, c'est pas inintéressant. Et Hall est un bon tight end qui est à sa position. C'est intéressant et également, surtout que c'est un joueur assez homogène qui est aussi bien à la réception qu'au bloc. Donc, c'est pas mal. J'aime bien. Sur les 3 joueurs, moi j'en avais 2 que j'avais dans ma grande liste. J'avais pas Audric Estimé, mais c'est un choix qui paraît cohérent. C'est vrai que j'ai vu pas mal passer son nom dans les discussions autour des Niners. Comme tu l'as dit, il viendrait dans la zone de Jordan Mason, du côté très puissant, etc. Mais il a des vraies qualités, hein, faut pas le nier. Et puis oui, tu as raison, on va forcément prendre un running back à un moment donné. Luke McCaffrey, moi je vais spoiler un de mes 3 choix, j'ai Luke McCaffrey dedans. Et autant je veux bien faire des concessions et prendre d'autres joueurs, autant Luke McCaffrey, il restera dans ma draft. J'en parlerai un petit peu après. Et Eric Hall, je l'avais noté également pour aussi une autre raison que celle que tu as annoncée, c'est que c'est un tight end d'Iowa, donc c'est forcément un beau choix. Hein. Sam Laporta, Noah Fent, TJ Hawkinson, la liste est longue, et évidemment George Kittle. Donc voilà, c'est un mec qui a des vraies capacités. Donc moi je trouve que c'est des plutôt bons choix. Moi pour mes choix de 4e, sans ordre évident, puisqu'on l'a dit, ils sont très rapprochés et un peu interchangeables à ce niveau-là de la draft. Moi j'ai Luke McCaffrey hein, également, frère 2, donc forcément ça fait plaisir d'avoir la famille qui reste, mais parce que c'est également un super joueur de football. Des capacités physiques naturelles très fortes. Il a couru un 40 yards plus rapide que celui de son frère, c'est quand même dire. Hein, on parle d'une petite fusée quand même en Christian McCaffrey. Il a couru le 40 yards plus rapidement que lui. Un QI football, mais ça c'est de famille. C'était un quarterback avant de passer receveur très récemment, donc il a encore beaucoup de métiers à apprendre.
Donc c'est vrai que ses tracés sont un peu hésitants parfois parce que c'est pas un receveur naturel. Par contre, il a des super mains. Dans le 50-50, il est très performant. Donc non, ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis oui, ça fait toujours plaisir de réunir des noms ensemble. Si c'est pas Brandon Rice, autant que ça soit quand même McCaffrey. Je suis parti en défense sur mes 2 autres choix. Je suis parti sur le poste de defensive tackle avec Dwayne Carter de Duke. Un peu à la manière de Michael Hall, ce que disait Kevin, c'est que c'est un mec qui remplit, qui peut s'intégrer dans une rotation très bien. Un pur 3 technique, très endurant. Ça sent qu'il a faim, il a envie. C'est un spécialiste de la défense contre la course. Il y a du taf à faire en pass pro. Mais en même temps, le pass pro de nos defensive tackles, c'était déjà notre force avec notamment Javon Hargrave. Donc, un peu d'apport contre la course, ça fait jamais de mal. Voilà, un joueur puissant, donc j'aime beaucoup. Et je vais rester sur la ligne défensive avec un edge rusher. Je suis parti sur Nelson Caesar de Houston, athlète naturel, premier pas rapide, un peu twinner entre outside linebacker et defensive end, mais je le vois quand même plus en defensive end. Gros moteur, je le trouve vraiment sous-coté. C'est le genre de mec, tu files ça à Chris Kokurek, tu le laisses s'amuser un peu avec pendant 1 ou 2 ans et ça peut ressortir un super joueur de foot. Gonzague, un avis sur mes choix du 4e? Écoute, McCaffrey, bon, j'aime beaucoup, comme je te l'ai dit. 6 heures, je le connais pas. Je vais être honnête avec toi. Puisque Houston, je me suis concentré principalement sur l'attaque quand j'ai les étudiés, et notamment Patrick Paul. Donc, j'ai pas trop regardé la défense de Houston, je vais être honnête avec toi. Donc, je le connais pas. Quant à ton defensive tackle, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un joueur qui a été aligné sur quasiment tous les snaps. Donc ça, ouais, c'est 3 downs, defensive tackle de 3 downs, c'est assez rare au niveau universitaire. Exactement. Donc c'est-à-dire que tu l'as dit très justement, il a un très bon moteur. Il sera peut-être moins concerné chez nous parce qu'il rentrera dans une rotation, mais je trouve que ça peut, ici à ce tour-là, c'est bien. C'est bien, c'est un très bon choix. J'aime bien. Kevin? Pareil, rien à rajouter. On passe au 5e. 5e tour, choix 175. Là, on va commencer à. Moi, je commence à avoir des listes très longues de joueurs parce que j'en ai quasiment un par poste. Parce qu'à ce niveau-là de la draft, ça peut aller un peu dans tous les sens. Kevin, toi, t'es parti sur quoi? Moi, je suis parti sur Mohamed Kamara pour renforcer un peu le côté edge. Joueur très productif à l'université. Beaucoup, je pense, de potentiel en lui. Encore une fois, c'est un joueur qu'il va falloir développer, mais on a les joueurs pour jouer en ce moment. Donc, je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment rentrer dans une profondeur d'effectif. Et ouais, un super pass rusher qui peut vraiment apporter, je pense, si on arrive à le développer. Et on a le staff pour développer ce genre de joueur. J'aime beaucoup ce choix. Je trouve qu'à ce niveau-là de la draft, si on arrive à récupérer un joueur avec un potentiel comme ça, évidemment, il ne sera pas productif dès le départ, mais c'est vraiment pas ce qu'on demande à des joueurs de 5e tour. Donc, j'aime bien. Gonzague? Très bon choix également, à ajouter. Gonzague, ton choix du 5e? Alors, je suis un petit peu emmerdé parce que c'est un choix qu'a cité Kevin tout à l'heure, mais beaucoup plus haut, parce que j'avais Tonor Bortolini à ce moment-là précis. Je vais donc là un peu en live à chaud. J'ai peut-être un poil riché pour un joueur que beaucoup voient au 6e tour. Moi, je trouve qu'au 5e tour, c'est pas choquant. Je renforce le poste de defensive end parce que je prépare l'avenir, parce que Leonard Floyd a signé pour 2 ans, Yetur Gross-Matos a signé pour 2 ans. Préparer l'avenir à ce stade n'est pas con. C'est un joueur qui peut aussi performer sur l'équipe spéciale. Et tu l'as dit très justement, Elliot, lors de l'émission de l'année dernière. À ce stade de la draft, on commence très fortement à regarder les joueurs qui performent en équipe spéciale. Je pars sur Miles Coles, defensive end de Texas Tech, qui, pour moi, peut être un bon remplaçant à Nick Bosa si celui-ci se blesse, un bon joueur de rotation. Et pour moi, c'est 5e tour, ça ne me choque pas. Non, j'aime bien. Il peut jouer sur plein de... Enfin, c'est un vrai defensive end, mais il peut jouer vraiment bien extérieur, comme un peu plus à l'intérieur. Et puis, oui, il y a du potentiel. Donc, ouais, j'aime bien. Kevin? C'est un defensive end strong side. Tu as tout à fait raison. Même chose, joueur intéressant.
Moi, sur mon 5e tour, c'est à ce moment-là que moi, je suis allé vraiment sur le choix du cœur. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé en podcast, mais j'en ai parlé 1 million de fois dans nos discussions entre nous avec Kevin Gonzague et Olivier. Je vais partir sur mon chouchou au poste de running back, Monsieur Rachid Ali, running back de Marshall. Je suis amoureux de ce joueur depuis que j'ai vu la première vidéo. C'était il y a 2 ans. Il est fantastique. Vraiment, je suis tellement... L'accélération qu'il a en open field quand il passe le premier rideau, il va tellement vite. C'est une machine à marquer des touchdowns. Alors, il ne faudra pas du tout compter sur lui en protection. Il ne sert à rien. Par contre, sur vraiment de la pure course, je trouve qu'il peut apporter beaucoup de choses. On a vu des rumeurs assez récemment de potentiel trade d'Elijah Mitchell ou que les 49ers voudraient potentiellement s'en séparer pour faire monter aussi en grade Jordan Mason. Je pense que tu rajoutes Rachid Ali à ça et ça fait un comité de coureurs absolument parfait. Kevin Gonzague, une réaction ? Écoute, Rachid Ali, je dois le reconnaître. C'est à toi, Elliot, que je dois de le connaître puisque je ne le connaissais pas du tout à la base. Et tu nous en as parlé en effet très tôt dans la saison. Et c'est un joueur en effet qui est très intéressant. Moi, je suis pas parti dessus à titre personnel, mais au 5e tour, ici en choix 175, ouais, si tu as vraiment besoin de renforcer ton comité de running back, tu peux clairement y aller. Ce que j'aime un peu moins chez lui, tu l'as dit, c'est que en bloc, il est nullissime. Or, c'est vrai que il sert à rien en bloc. Il est inutile. Et dans nos schémas de zone, on fait souvent quand même appel à nos running backs pour la protection de passe, à nos receveurs. Il sera pas sur le terrain. Il sera pas voilà, sur le terrain. exactement. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il est le joueur adapté à notre système ? J'ai pas la réponse. Par contre, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que c'est un joueur très intéressant. Et merci encore, Elliot, de m'avoir présenté ce joueur que je ne connaissais pas à la base. Avec plaisir. 6e... non, pardon, avant de passer au 6e tour, je vais rajouter un petit nom parce que j'ai un mec que je connaissais pas du tout avant ce matin. Et quand j'ai commencé à chercher des noms, j'ai trouvé ce gars et j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Il est attendu au 5e tour. C'est pas un poste où on a le plus grand besoin, mais j'ai juste envie de parler de lui. C'est J.D. Bertrand, linebacker de Notre-Dame. Parce que les qualités physiques sont pas extraordinaire, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus puissant. Par contre, c'est exactement ce que j'aime dans les joueurs à ce moment-là et dans le poste de linebacker. C'est un leader, c'est un patron, c'est le patron d'une défense très intelligent, joueur de zone parfait. Si on avait un besoin à ce niveau-là au 5e tour, je pense que ce serait le joueur nickel pour notre défense parce qu'il a pas besoin, c'est pas un mec qui a besoin de briller, c'est juste un patron de défense, un mec parfait pour investir et vraiment du peu que j'ai vu de lui, j'ai vraiment trouvé ça super. Très bon joueur, Bertrand. Et puis un mec qui s'appelle Bertrand, pardon, Cocorico quoi. On va passer au 6e tour. Là, on a 2 choix, comme notre tour précédent. Gonzague, 2 choix. Tu pars sur qui ? On va faire un peu comme au 4e, tes 2 joueurs. Bah, du coup, je me suis un peu décalé avec Miles Cole. Je vais partir déjà sur le premier. Je suis parti sur le tight end titulaire de Michigan, qui était une véritable soupape de sécurité toute la saison pour Jim McCarthy. Je suis parti sur A.J. Bernard, qui pour moi est un tight end qui a de vrais... Bertrand, Bernard, on est dans un thème là. Barnard. Mais voilà, mais c'est un très bon tight end qui pourrait être un bon complément à George Kittle si celui-ci devait avoir des petits pépins physiques. C'est vraiment dans le cas de figure où Ross Dwelly ne revient pas chez nous. Hein, je plus sois notre ami Kevin. Donc, dans ce cas de figure-là, je pars sur A.J. Bernard. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai créé un décalage, donc j'ai plus vraiment d'autres choix aujourd'hui au 6e tour, d'autant que dans mes différentes mocks que j'ai faites, je suis souvent arrêté sur les mêmes joueurs en fin de draft. Il y a notamment, je sais, un linebacker dont j'ai oublié le nom, qu'on regarde énormément, qui est déjà venu nous voir 2 ou 3 fois, mais dont j'ai oublié le nom. Je vais essayer de le rechercher, mais ça peut être pas inintéressant. Mais du coup, je rends la parole pour ce 6e tour, en attendant que je retrouve le nom de ce joueur. Kevin, en attendant sur A.J. Bernard, est-ce que tu connais ce joueur ou pas ? Pas du tout. Moi, je le connais très peu, j'avoue. Je le voyais faire des réceptions avec Michigan, mais je me suis pas avancé sur lui. Donc,
Ça peut être un joueur intéressant. Kevin, en attendant que Gonzague retrouve son nom, c'est qui tes joueurs du 6e? Donc mon premier, c'est encore sur la ligne offensive. J'avais renforcé le poste de garde. Là, cette fois, je vais sur les tackles parce que on a un McKivitz qui a pas totalement convaincu tout le monde et un Trent Williams qui arrive en bout de course aussi, éventuellement, dans peu de temps. Donc je suis parti sur Kaedan Wallace de Penn State, qui est un joueur très très athlétique, dans la passe protection, très patient. Vraiment intéressant à ce niveau-là. Il a aussi un petit côté leader qui peut être vraiment intéressant sur cette ligne offensive, surtout dans l'éventualité où on va perdre Trent Williams dans quelques temps. Si on peut avoir un leader, ça peut être intéressant. Voilà, un joueur à développer, peut-être comme ce qu'on avait fait avec Aaron Banks il y a quelques années, où on avait pris 1 an pour le développer avant de le lancer dans le grand bain. Voilà, un joueur à développer, mais ça peut être intéressant dans la situation où on est en ce moment. Et puis, mon deuxième choix, je viens de le perdre, génial. Une seconde. Mon deuxième choix, c'est... Une seconde, ça va venir. Gonzague, si tu veux reprendre, ça peut être un bon point aussi. Je peux reprendre. J'ai retrouvé ce joueur qu'on a vu plusieurs fois. Je retourne au poste de linebacker, malgré tous les joueurs un petit peu en chauffe qu'on a chez nous. C'est Jamal Hill, le linebacker d'Oregon, qu'on a rencontré à quelques reprises. Dans une classe de linebacker, mon poste fétiche en défense qui est catastrophique cette année. Le voir arriver au 6e tour n'est pas exclu. C'est un joueur qui se battra pour une place. Voilà, où la concurrence sera féroce avec notamment nos 2 linebackers qu'on a sélectionnés l'année dernière. Je t'avoue, je connais pas du tout ce joueur, mais je sais pas, en fait, moi j'avais toujours ce doute sur le poste de linebacker, de me demander si on allait sélectionner quelqu'un, parce que en y réfléchissant de plus près, il y a beaucoup de postes où on a les joueurs de fond qui sont vraiment en ballottage. Je trouve que le poste de linebacker, c'est pas trop le cas. Alors évidemment, on a Dre Greenlow qui est blessé, mais on a recruté Devondre Campbell derrière Fred. On a encore 2 mecs de 2e année avec Dee Winters et Jalen Graham à développer. On a Demetrius Flannigan-Falls qui a fait vraiment ses preuves. Je sais pas si c'est le poste primaire. Après, c'est du 6e tour, donc ça peut aller un peu dans tous les sens. C'est ça, on va regarder également du special team. Autre choix possible au 6e tour, parce que pour moi, à ce stade, il peut commencer à apparaître, c'est le fils de Terrell Owens, dont on a fait un pro day, dans un poste de pur retourneur, special teamer uniquement. Il ne sera jamais sur le terrain pour des réceptions. Mais le fils de Terrell Owens peut apparaître à partir de ses 6e tours. Je ne le vois pas avant, clairement pas. Je le vois tellement en non drafté. Partout où je regarde, il est jamais cité. Oui, il est jamais cité dans les draftés. S'il est drafté, c'est un poil rich, c'est un reach. Mais à ce stade, je vois bien San Francisco s'offrir des paris à ce stade. Donc c'est pour ça que je n'exclus pas qu'il puisse apparaître à partir de maintenant. Moi, je le vois tellement pris en non-drafted free agent pour voir ce qu'il vaut et pour un peu faire continuer la legacy, mais je ne vois pas vraiment le drafter, Tariq Owens. Kevin, est-ce que tu as retrouvé ton deuxième choix du 6e? Oui, je l'ai retrouvé. Donc c'est un linebacker de Washington. Ça va faire plaisir à Olivier. Il s'appelle Edefouane Ulofoshio, donc qui est un linebacker qui est plutôt bon dans la lecture, un joueur d'impact. Ça peut être vraiment une solution en special team pour le début de sa carrière, éventuellement rentrer un peu plus tard en linebacker. Voilà, je pense que c'est une escouade à renforcer avec la blessure de Dre Greenlow et puis un peu l'incertitude derrière nos 2 monstres. Donc, voilà. Alors, Olofoshwo, si tu me permets, c'est un joueur qu'on a rencontré d'ailleurs au passage, mais alors s'il est au 6e tour, c'est l'un des hold-up de cette draft. Moi, personnellement, dans mon big board, je l'ai meilleur scénario possible, fin 3e, et allez, scénario catastrophe pour lui, fin 4e. Mais vraiment catastrophe. S'il est en fin de 6e, c'est qu'il y a un souci. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Olofoshwo, pour moi, c'est top 5 linebacker d'une pauvre classe de linebacker, mais top 5 au poste de linebacker pour moi dans cette draft. Top 5, pour moi, non. Moi, je le vois, il peut descendre, je le vois descendre jusqu'à fin 5e s'il faut. Parce que le poste de linebacker est extrêmement dévalué. Hein. On n'aurait jamais pu penser qu'on récupère Dee Winters au 5e l'année dernière. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Le poste de linebacker aujourd'hui, il n'y en aura aucun qui sera au 1er tour. Au 2e, ce ne sera vraiment pas une priorité non plus. Donc, je pense que les linebackers peuvent vachement descendre dans cette draft et Olofoshwo peut être
carrément niqué totalement à cause de la faible valeur du poste. Après, le joueur est super. Je suis d'accord. Ah ouais. Là, c'est vraiment un très très bon profil au 6e tour. Faut pas hésiter. Moi, je vais vous donner mes joueurs, hop, que je retrouve également puisque j'ai plus le truc sous les yeux. Oui, le premier, je vais retourner sur la ligne offensive. J'ai vraiment envie de blinder parce qu'on n'en a pris aucun l'année dernière. Donc là, on va y aller vraiment comme des porcs. Je vais prendre le genre de profil que j'aime bien à ce moment-là, à savoir un pari, à savoir aussi si on peut avoir un mec en plus pour dégager Jalen Moore de la rotation. Moi, ça m'arrange. C'est Garrett Greenfield de South Dakota State. Voilà, c'est un mec qui est capable de jouer à gauche, c'est un mec qui est capable de jouer à droite, c'est un mec qui est capable de jouer potentiellement à l'intérieur. C'est le genre de mec qui va être parfait dans une rotation de ligne offensive. Je pense qu'il peut être ce genre de mec dans la lignée des joueurs de FCS de ligne offensive qui réussissent à la manière de Quinn Miners, notamment des joueurs de petites universités qui réussissent. Je le vois très bien. C'est un mec qui bouge très bien. Je pense qu'il doit bosser sur sa puissance, mais c'est un joueur de 6e tour, donc évidemment, il y a beaucoup de choses à bosser, mais dans ce côté, je suis d'une petite université, donc les gens m'ont pas trop vu, et finalement, il y a un potentiel caché. Je pense que c'est un pari qu'on peut prendre. Mon deuxième choix, c'est également un pari pour une autre raison. Je suis parti sur... je connaissais très peu aussi son histoire, et son histoire est vachement bien, et le joueur est vraiment fort. C'est Quantez Stigers, qui est un cornerback qui n'est pas à l'université, qui jouait cette année en Canadian Football League aux Argonauts de Toronto, qui est disponible pour la draft, puisqu'il n'a jamais joué à l'université. Il n'a pas joué à l'université puisqu'il est arrivé à Lane College en 2020, et son père est malheureusement décédé à ce moment-là. Il a arrêté le football pendant 2 ans. Il a été en dépression, il a été poussé par sa mère pour reprendre. Il n'a pas trouvé sa place en université. Il est passé par la Fan Control Football League, un espèce de truc bizarre, semi-professionnel, où a joué Terrell Owens notamment, où joue encore aujourd'hui monsieur Johnny Manziel. Il est passé par là, il s'est fait repérer par les Argonauts de Toronto, il a fait les camps, il n'était pas attendu, et tout, on pensait qu'il allait se faire couper, il est devenu titulaire, il a été élu rookie de l'année en CFL défensif. Je trouve que l'histoire est folle, il a que 22 ans, son profil est hyper intéressant. Donc voilà, je pense que c'est le genre de gars, ça peut être la belle histoire de la draft, qu'il soit pris chez nous ou non. Et donc voilà, un mec comme ça qui a déjà de l'expérience de jouer contre des adultes, ça peut aussi être un bon choix, je trouve. Kevin, Gonzague, un avis peut-être sur mes choix? Bah, c'est très intéressant le dernier choix. Je connaissais pas l'histoire non plus, mais c'est vraiment intéressant. Et je trouve de manière générale que on regarde pas assez ce qui se passe en CFL et potentiellement en UFL aussi. Je pense qu'il y a des très très bons joueurs à aller chercher pour compléter des effectifs, et lui peut rentrer dans ce cas-ci. Alors, moi, je trouve l'histoire très belle. Je ne la connaissais pas et je ne connais pas du tout le joueur, donc je ne vais pas me positionner dessus. Par contre, Greenfield, il faut savoir que ce qui est intéressant dans cette université de South Dakota State, c'est que c'est en effet une petite université qui, paradoxalement, présente quelques bons joueurs cette année à la draft. Il n'est pas exclu qu'elle nous sorte... Ils sont champions quand même de FCS. Ouais. Exactement, ils vont nous sortir... on prévoit 3-4 joueurs potentiellement draftés chez eux, donc c'est pas inintéressant. Et puis, pour faire plaisir à Olivier, faire du foot US et t'appeler Greenfield, c'est parfait. C'est absolument parfait. Et en effet, il est capable de jouer à tous les postes. Il y a un côté Paris, j'aime bien ton choix. Voilà. Et l'autre joueur, en effet, l'histoire est belle, même si je ne le connais pas. Donc, écoute, pourquoi pas. J'avais un autre joueur que j'avais noté à ce niveau-là de South Dakota State, c'est le running back Isaiah Davis, qui a été extrêmement productif. Dans la meilleure attaque de FCS, le mec a mis, mais je crois en 4 ans, il a mis genre 50 touchdowns, un truc dans le genre, des trucs de fou, quoi. On va partir maintenant pour le 7e tour, et puis après, on aura le temps de citer des joueurs en pagaille qu'on a envie de citer. 7e tour, Kevin, qu'est-ce que tu nous fais avec ce dernier choix de la draft pour les 49ers? Pas le dernier choix tout court, hein. Non, on n'aura pas un deux choix. On a 2 choix. Non, on a qu'un seul choix de cette. On n'a qu'un seul choix. Un seul choix. Ah merde. Dans ce cas, je vais revenir sur mon choix précédent alors. On a échangé un choix pour je sais plus quoi. Ah bah si, pour Malik Collins, je suis bête. Oui, c'est notre choix pour Malik Collins, exactement. Malik Collins, du coup, je vais peut-être en citer 2 si tu m'autorises, vu que j'étais pas sûr de mon 6e. Je vais les citer avant. On va laisser Kevin et après, oui, de toute façon, à la fin, là, on va citer des joueurs en pagaille. Vas-y, Kevin. J'étais longtemps parti sur un autre fils d'eux qu'on pourra peut-être éventuellement parler un peu plus tard. Mais finalement, je me dis que si les 49ers ont appris un truc dans les drafts ces dernières années, c'est que ça vaut toujours le coup d'aller chercher un quarterback en fin de draft, au fond du 7e tour.
Et dans ce cas-ci, je vais chercher un nom très connu de cette ligue qui s'appelle Tolia Tagovailoa. Je me dis pourquoi pas donner une chance à ce joueur. Bon, il est pas spécialement flashy, c'est pas incroyable, mais je me dis on a une place potentiellement en quarterback 3, donc pourquoi pas tenter l'aventure avec lui. Peu de risques et finalement un gros potentiel de. Pourquoi pas, hein. Pourquoi c'est son frère c'est son frère en moins fort et en droitier, mais pourquoi pas. Moi j'aime bien l'idée. Gonzague? Je suis pas fan du petit frère Tagovailoa. Pour moi, il sera non drafté. Je serais même prêt à mettre une pièce là-dessus. Bon, après, on est au 7e tour, hein, donc des potentiels non draftés ici, il y en a. J'ai d'autres idées en tête que lui. Je suis pas très très fan. Gonzague, du coup, ton choix ou tes deux choix, du coup? Ça y est, nous y sommes, chers amis. On y va parce que nous partons sur un fils de, et pas n'importe lequel, mesdames, messieurs. Nous partons, je le dis, la larme à l'œil, je le dis avec des convictions fortes, je le dis avec de l'amour, de la passion, de l'engagement. Oui, nous partons sur Frank Gore Junior, mesdames, messieurs. Oui, il nous fallait ce running back, il nous faut ce joueur parce qu'il est le fils de l'immortel Frank Gore, parce qu'il est très bon en plus et qu'il fit avec notre système. Oui, il faut partir sur Frank Gore Jr., mesdames, messieurs. Il va probablement tomber au 7e tour. Pour moi, il est au-dessus, mais voilà, on le voit dans aucune rumeur pour l'instant. Il faut tenter le pari. Il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Frank Gore Jr., running back de Missouri, fils de Frank Gore l'éternel. Le numéro 21 est pour lui. Il est chez nous. Et voilà, je rends les studios. Southern Miss, pour être plus exact. Oui, pardon, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. J'avais mis, avant que tu donnes ton deuxième joueur, j'avais mis Frank Gore Jr. dans ma liste. Je vais vous dire mot pour mot ce que j'ai écrit. Pas hype, mais si ça vous fait plaisir. Puissant, bonne vision, patient, ok pour suivre les bloqueurs. Manque d'explosivité, le doublon Wish de Jordan Mason. C'est un peu ça. Et Je suis vraiment pas ultra fan. Bon, c'est un peu ça, ouais, t'es un peu dur, mais écoute, pourquoi pas, même si je pense qu'il peut être une double menace, contrairement à ce qu'était son père. Oui, par contre, il a des meilleures mains. Ouais. Pour mon autre choix, du coup, bon, je bascule Franck au 6e tour, en lieu et place de l'autre. Et pour mon choix, j'étais parti sur la même idée que Kevin. Et je vais parler d'un joueur étrange, très étrange, dont le parcours n'est pas tout à fait le même d'un certain Brock Purdy, mais pour lequel je vais trouver quand même quelques similitudes. Je vais parler d'un joueur qui n'a pas fait une, ni deux, mais il a fait 3 facs. Il a essayé de se dépatouiller. Il était promis un grand avenir au début de son cursus universitaire et il n'a jamais progressé. On ne sait pas trop où il va et il a quand même ce truc, un potentiel dont on n'a jamais vu la couleur et pourtant on sait que ça dort en lui. Je parle évidemment de Kedon Slovis, quarterback de BYU, autrefois quarterback de Pittsburgh, autrefois quarterback de USC. Slovis, c'est vraiment ce joueur dont on attendait monde et merveille en début d'université et qui n'a jamais progressé, qui a tenté plein de choses mais qui n'a jamais progressé, soit à peu près ce qu'on annonçait un peu de Brock Purdy en soi. Même si pour moi, le Brock Purdy d'Iowa State est bien meilleur que Slovis. Hein, mais pour moi, je l'avais déjà dit à l'époque, vous vous en souvenez, Brock Purdy au 7e tour, c'était un méga style. Mais voilà, pour moi, Slovis, en quarterback numéro 3, essayer d'aller chercher ce potentiel que personne n'a réussi à exploiter, je trouve pas ça déconnant. Je pense qu'on l'a d'ailleurs reçu pour voir ça. Et donc, je trouve qu'au 7e tour, ça se tient. Voilà. Dans toute ta préparation d'annonce de Kedon Slovis, avant que tu dises il a fait 3 facs, je me suis dit putain, il va partir sur Sam Hartman, aka le beau gosse de cette draft. Non, ouais, Slovis tellement hype quand il arrive en NFL, on attendait tellement mieux. Et il a pas fait grand chose. Bon, au mieux, ce sera un backup moyen de NFL, mais bon, à voir. Au mieux à ce stade, oui, c'est sûr. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on attend d'un 7e tour? Mais Sam Hartman, pour C'est moi, vrai. il part avant. Pour moi, c'est pour ça, ouais, il part avant. Il part 5-6, quoi. Ouais, 5, exactement, 5-6, c'est sa place. Kevin, Kedon Slovis, tu le connais ou pas?
Je disais, je suis plus hype par Tagovailoa au final. Donc. et puis pour Frank Gore, je suis vraiment pas certain qu'il soit drafté. Je pense qu'on peut le récupérer en non drafté. Puis voilà, je le vois pas mieux que de faire le nombre dans le practice squad et jouer du garbage time en pré-saison. Je suis plutôt d'accord. Moi, pour mon 7e tour, je vais prendre mon slot. Là, je vais le prendre là. Mon receveur slot, aka kick returner. Il a mis tout bonnement. Non, c'est pas lui, c'était un autre. J'avais dans ma liste de kick returner possible. Mais un super returner et qui a des capacités en slot. Grosse accélération. Un vrai petit, hein, un abo. Mais pour la no-huddle offense, le genre de mec très réactif, etc., je suis parti sur Tulu Griffin de Mississippi State. Voilà, tout petit, bien rapide, bon retourneur. Il a une gueule de choix de 7e tour. Je te fais confiance, je le connais pas. Je t'avoue que je le connaissais pas il y a 2 jours non plus, mais je cherchais who are the best kick returners in this year's draft. J'ai vu une liste, j'ai regardé, je fais genre oh, il a l'air rapide, et voilà. J'avais un autre nom sinon que je vais citer en kick returner, mais lui il est plus cornerback, tout petit également, pas physique, mais 2 touchdowns en 2023 sur les kick returns, c'est Dequan Hardy de Penn State. Alors lui clairement c'est du cornerback de fond de roster, c'est-à-dire qu'il va pas prendre un seul snap en défense. Par contre, super retourneur. Donc à voir. Je fais une petite aparté pour nos auditeurs. Je tiens à rappeler, comme le veut la coutume, que notre 6e ou 7e tour sera celui qu'aura cité Kevin. C'est une tradition depuis que nous faisons cette émission. Kevin s'intéresse à la draft depuis peut-être un peu moins longtemps que Elliot et moi, mais il a toujours été le plus pertinent finalement dans les choix. Donc on vous l'annonce, vous pouvez noter que le 6e ou 7e choix, un des 6e ou 7e choix qu'a cité Kevin, sera drafté à ce moment-là chez nous. Vous pouvez en être certain. Que je répète, let's go, si ça peut être Etefouane et Loufoshi, ou Lofoshi, moi je suis chaud. Ah bah plutôt mon neveu, ouais. Ok, Eden Wallace ou Tua Tagovailoa. Eh ben, Ulofushi. Messieurs, est-ce que vous avez des noms en plus que vous voulez balancer sans grande explication en plus, mais des noms à surveiller dans cette draft qui pourraient tomber chez nous et ce serait cool? Alors, moi, j'ai deux choix de backup. On a parlé de Cooper DeJean, on a parlé de Graham Barton au premier tour. Moi, il y a 2 choix que j'aimerais évoquer en potentiel parce que je ne les trouve pas inintéressants dans notre système et paradoxalement à des postes qui ne sont clairement pas prioritaires. Mais pour des raisons de schéma de jeu, je trouve qu'il serait une plus-value dans une hypothèse, chose qu'aime bien d'ailleurs Shanahan, qui est de renforcer les positions où on est déjà assez fort. Le premier, c'est, on a bien vu les soucis qu'on avait avec Brandon Ayuk. Et si par hasard, on voit qu'on est dans une impasse et qu'on décide finalement de se tourner vers un receveur à la Xavier Worthy, je quitte le podcast. Non. Xavier Worthy, pour moi, est une fraude. Oui. S'il est avant le 4e tour, c'est un mec, il fait de l'athlétisme et on prétend qu'il est joueur de foot américain. Il sait courir, voilà, c'est bien, bravo. Mais il n'a pas de main. C'est Xavier Gray en à peine mieux, quoi. Danny Gray, pardon, en à peine mieux. Donc, pour moi, celui qui prend Xavier Worthy, il se plante complet. Non, je parle évidemment de Ladd McConkey, le receveur de Georgia, parce que c'est un couteau suisse absolument exceptionnel. Et rien qu'imaginer des schémas de jeu avec McCaffrey, avec Deebo Samuel et McConkey sur un terrain, c'est à rendre fou les défenses adverses, je pense, dans un schéma pareil. Donc ça, c'est un scénario. Il y a un autre joueur que j'aime tout autant, mais cette fois, on passe de l'autre côté, en défense. On parlait lors de l'arrivée de Brandon Staley d'apporter de la diversité dans les jeux. Et il y a un joueur qui, pour moi, serait un bonbon dans nos schémas défensifs. C'est évidemment, j'ai oublié son nom. Je récupère. C'est Darius Robinson. Darius Robinson, parce que on a perdu Harry Armstead, qui était capable de jouer en 5 techniques, en 3 techniques, jouer defensive tackle, puis defensive end. Et là, on a un joueur qui est 2.0 là-dessus. C'est un joueur qui est capable de rusher vers l'intérieur, de partir de l'extérieur, d'être dans des schémas même 3 techniques plus classiques.
C'est pour moi, Brandon Staley, qui s'amuse à créer des schémas autour de Darius Robinson, on peut se régaler. Donc là, ce serait vraiment dans l'hypothèse où on décide de renforcer une force à une position où on est déjà bien armé. Mais voilà, mais je me dis, Darius Robinson chez nous, ça peut être très sympa en défense. J'aime bien. Kevin, tu as des noms à rajouter dans toute ta liste? J'en ai deux. Au deuxième tour, j'avais potentiellement un Malachi Corley, qui est un receveur très, très rapide, très, très, très fort en run after catch. Un peu un petit projet à la Deebo Samuel qu'on a pu faire il y a quelques années. Donc, pourquoi pas? C'est vraiment un joueur intéressant, mais ça passe aussi par un départ d'un de nos deux gros receveurs. Sinon, pas grand intérêt au final de dépenser un deuxième tour ou un choix de cet acabit-là pour lui. Au 4e, 5e tour, j'avais aussi Isaiah Adams, toujours dans une idée de renforcer l'intérieur de la ligne. Ça ressemble à d'autres linemen intérieurs qu'on a déjà cités. Voilà, c'est encore une fois pour rajouter de la qualité. On a perdu beaucoup de backup aussi sur la ligne offensive, ou en tout cas, on en a pas signé beaucoup. Ça peut être intéressant de garnir ce corps de backup sur la ligne offensive. Eh bien, je vais moi-même également rajouter deux noms. Au deuxième tour, j'avais également, au cas où on part sur un defensive back sur les premiers, j'avais sur la ligne offensive Christian Haynes de Yukon. Pour moi, titulaire joueur de l'intérieur, spécialiste de la zone, très bon passe pro, très bon run block, athlète de zinzin, titulaire jour 1, le fit il est nickel, j'adore ce joueur. Et j'ai l'impression que Gonzague l'aime aussi. Ah, je le raffole. Je vais alors dans une hypothèse, j'ai bien dans une hypothèse complètement folle, je l'avais même mis une fois, je m'étais amusé à le mettre en 31 chez nous. Ça aurait été considéré comme un reach et ça l'est toujours considéré comme tel, mais ça me choquerait pas non plus. Moi, c'est très simple, si on part sur un cornerback ou sur une autre position avec notre premier choix, pour moi, sans bouger, je veux dire, pour moi, au deuxième tour, il faut tenter un trade-up et aller le chercher au poste de garde. J'aime beaucoup ce joueur que je trouve pas assez reconnu à son juste titre. Et petit aparté également sur un des choix de Kevin, Malachi Corley chez nous, ce serait en effet très très bien. On l'a rencontré également pour info, donc on sait que le staff n'est pas insensible à ce profil. Je pense qu'il sera une des surprises de cette draft. Je le vois partir dans beaucoup de scénarios en milieu de deuxième tour. Et je vais rajouter un deuxième joueur, je vais aller dans le sens un peu de Corley, je vais aller dans le mode jouet pour Shanahan. Beaucoup plus tard par contre, je l'ai au 5e tour. C'est Aeneas Smith de Texas A&M. Dans le mode, je sais un peu tout faire, je vais très vite, je suis un go-go gadget. Aeneas Smith est super kick retourneur. On rajoute, on envoie des mecs pour retourner des ballons, on laisse le choix au coaching staff. Pour éviter, alors moi je l'adore, j'adore Ronnie Bell en tant que receveur, par contre une brêle gigantesque en retour de coup de pied, rajouter du monde pour faire ça à sa place. Donc ouais, on y va, on rajoute des gadgets et des retourneurs, et Aeneas Smith, super joueur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, en dernière minute, à part qu'on est très excités pour la draft qui, je le rappelle, sera pour le premier tour dans la nuit de jeudi à vendredi 25, donc la semaine prochaine. Je suis un peu déçu d'un point, c'est qu'on a été assez d'accord. On a été assez d'accord sur les profils, alors que l'année dernière, c'était beaucoup plus sujet à débat. Il y a une certaine unanimité cette année au niveau des profils qu'on a visés. Dernier joueur auquel je pensais quand je cherchais son nom et je l'avais un peu oublié, quand je parlais de Sionevaki, c'est Cole Bishop, son partenaire, qui est un très bon strong safety également à Utah, qui pourrait être intéressant chez nous. Mais de manière générale, voilà, pour revenir à ce que je disais, il y a une certaine homogénéité dans nos propos. En tout cas, j'aime bien vos choix tous les deux, de manière générale. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui. De plus en plus de rumeurs nous annoncent sur un tackle au premier choix. On verra bien. On est en pleine période de smokescreen. Et en tout cas, on est très, très, très excités à l'idée de suivre cette draft qu'on va potentiellement suivre tous les trois ensemble. Après, les années passent et les besoins s'amenuisent. Donc forcément, ça réduit un peu nos débats aussi, dans le sens où on a tendance à identifier les mêmes besoins.
Et on a une chance folle, c'est qu'on a un effectif de fou, donc on n'a pas vraiment tant de besoin que ça. Au final, c'est juste des petites touches, et les petites touches sont vraiment dans des styles spécifiques. On est peu finalement dans l'idée de prendre le meilleur joueur disponible parce qu'on a des trous partout. On est plus à rajouter vraiment la bonne touche au bon endroit sur le bon joueur. Donc, problème de riche, on prend. Et surtout, on est très excités, je pense tous les trois, évidemment Gonzague et moi en tant que fans de la draft, mais Kevin également, de enfin pour la première nuit de la draft être concernés. C'est trop cool. Ça faisait depuis la draft de Trellens qui n'est même plus chez nous. C'est fou. Et que j'ai vu c'est interminable. C'est ça. Dernière petite question pour vous deux, que je trouve important. Je me souviens qu'il y a 2 ans, on avait tous défini comme le poste de centre comme étant la priorité de cette draft-là. Et finalement, Shanahan et John Lynch n'avaient pas jugé bon de renforcer la position alors que c'était notre priorité. L'année dernière, nous avions tous le poste de tackle en tête comme une priorité à renforcer. Et finalement, Shanahan et Lynch n'avaient pas renforcé la position. Selon vous, quel va être ce poste surprise où, paradoxalement, on a des besoins, mais que Shanahan et Lynch et sur lequel Shanahan et Lynch vont faire l'impasse? J'ai l'impression que, tu viens de le dire, j'ai l'impression que s'il y a un poste qu'ils oublient, c'est qu'on est sur un putain de pattern et qu'ils vont prendre aucun garde parce qu'ils en ont rien à péter de la ligne offensive. Exactement, même avis. Moi, je trouve qu'on s'est considérablement renforcé au poste de corner. Il y a un monde où ils prennent pas de corner, je suis d'accord. Ah ouais, et quand je vois John Lynch, l'amour qu'il a pour le nullissime one, le fait qu'on est allé chercher Rock Ya-Sin, qu'on est allé chercher Isaac Yiadom, même si Rock Ya-Sin a vraiment un salaire de je me bats pour les 53, hein. Je crois qu'il est en dessous, hors bonus, il est en dessous du $1 million de dollars. Mais de manière générale, je trouve qu'on a tenté beaucoup de paris à la free agency au poste de corner. Si je devais mettre une surprise sur un poste non honoré à la draft, n'en déplaise malheureusement à Olivier, ça pourrait éventuellement être le poste de corner. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi le coaching staff voudrait essayer de trouver un partenaire d'échange pour Ambry Thomas. À mon avis, les équipes qu'ils ont appelées, ils ont fait genre, va falloir nous payer en plus pour qu'on récupère. C'est-à-dire que vous mettez Ambry Thomas et un 5e et on vous file un 7e. C'est ça. C'était pas les Browns qui s'étaient fait payer pour récupérer le quarterback des Broncos. Là, je me souviens plus comment il s'appelait, là, le Mark Sanchez Bis. Là. Il y a eu une année où c'est limite, les Broncos avaient payé pour qu'on récupère le contrat de ce quarterback à qui ils avaient donné un gros contrat, le quarterback d'Arizona State dont j'ai oublié le nom, j'ai oublié tous les noms ce soir. Je l'ai pas. C'était il y a 3-4 ans. Même non, un peu plus que ça. Quoi, les Browns feraient une connerie? Oh, j'en tombe des nues. Non, les Browns avaient de la place dans le salary cap et avaient accepté de récupérer le joueur, mais limite, les Broncos avaient payé pour que les Browns récupèrent le joueur. Et ils s'en étaient séparés d'ailleurs peu de temps après. Mais pour venir sur ce que tu disais, je pense que dans un monde où on n'a pas Cooper DeJean, c'est très possible qu'il n'y ait aucun cornerback derrière qui nous rejoigne sans cette draft, avec les renforts que vous avez cités précédemment. À voir, mais ça va être intéressant à suivre, il va se passer plein de choses. Donc du coup, on rappelle la semaine prochaine, dans la nuit de jeudi à vendredi pour le premier tour, dans la nuit de vendredi à samedi pour le deuxième, dans la nuit de samedi à dimanche pour le troisième jour, premier jour, premier tour, deuxième jour, tour 2 et 3, troisième jour, des tours de 4 à 7, plein de nouveaux joueurs. Évidemment, on en parlera plus en détail quand ils seront tous été sélectionnés, quand on va découvrir des noms que même Gonzague et moi qui suivons n'avons jamais entendu de toute notre vie. Voilà, il y aura un petit peu de boulot à faire pour savoir qui sont ces joueurs. En tout cas, les gars, merci de m'avoir accompagné pour ce super épisode. On se dit à dans 2 semaines, du coup, pour parler des résultats de notre draft. Et à plus, Go Niners. Salut. Go Niners. Go Niners. Come on.